Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la 1h de ce 20h. La Côte d'Ivoire et le Nigeria affichent leur volonté de renforcer leurs relations de coopération. Le vice-président nigérien en visite à Abidjan a été reçu par le président Alassane Ouattara. Ils ont évoqué les travaux de la grande commission mixte de coopération ivoiro-nigériane, la lutte contre le terrorisme et les narcotrafiquants. Après Abuja en 2013, la deuxième session de la grande commission mixte de coopération ivoiro-nigériane se tient à Abidjan. Les travaux se sont achevés ce samedi en présence du Premier ministre Patrick Kachi. Les experts ivoiriens et nigériens ont fait plusieurs propositions pour redynamiser la coopération entre les deux pays. Le conseil régional du Cavali fait son bilan à mi-parcours. Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional, et son équipe ont fait le diagnostic global du niveau de progrès de cette région de l'Ouest ivoirien et dressé les priorités pour son développement. Le conseil est fier des acquis, mais des défis restent à relever. La Côte d'Ivoire est présente à la COP26, la conférence internationale sur le climat qui se tient à Glasgow, en Écosse. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre Jean-Luc Cassi avec son collègue Alain Richard Donvaï, ministre des Eaux et Forêts. Il a dévoilé les attentes de la Côte d'Ivoire pour lutter contre le dérèglement climatique. Soyez les bienvenus sur RTI1. Sa voix permettait la mobilisation du peuple haïtien contre les troupes coloniales. C'était le haut-parleur. On pourrait dire le Facebook du peuple tchaman à l'époque. Il a été arraché par les colons français en 1916, logé actuellement au musée du Quai Branly à Paris. Le tambour-parleur du peuple tchaman, ou encore appelé habillement ébrié, regagnera bientôt sa terre natale, la Côte d'Ivoire. On prépare le retour de ce trésor culturel. Ainsi, comme le Bénin et le Sénégal, la Côte d'Ivoire, notre pays, entame le transfert de ces biens culturels détenus à l'étranger. Mais quelles seront les conditions d'accueil, de conservation, de sécurisation? Nous avons invité pour nous répondre à cette page culture Dr Sylvie Memel Kassi, directrice du Musée des civilisations d'Abidjan. Bonsoir, Dr Memel. Bonsoir Marie-Laure. Alors, le retour au Berka du tambour parleur du peuple tchaman ou encore ébrié est perçu comme un événement historique pour notre pays. Oui, comme vous l'avez dit tantôt, après donc le Sénégal et le Bénin, c'est au tour de la Côte d'Ivoire d'accueillir sur son sol son bien culturel confisqué il y a 105 ans pendant la colonisation. Plus d'un siècle. Oui, et il s'agit bien sûr du Guigui Ayokoué. Et vous allez nous en dire davantage dans la page culture. Tout à fait. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. Vous restez pour le moment avec nous. On va emprunter ensemble l'axe Abuja-Yamoussoukro qui se renforce. La Côte d'Ivoire et le Nigeria, deux pays amis, vont renforcer leur coopération. Le vice-président nigérien en visite à Abidjan a été reçu par le président Alassane Ouattara. Ils ont évoqué les travaux de la grande commission mixte de coopération ivoiro-nigériane, la lutte contre le terrorisme et les narcotrafiquants. Viviane Aïmé. Présent à Abidjan dans le cadre des travaux de la grande commission mixte ivoiro-nigériane qui se tient du 4 au 6 novembre, le vice-président de la République fédérale du Nigeria a eu un entretien ce samedi 6 novembre avec le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Au menu de leurs échanges, les conclusions des travaux avec en point de mire l'accroissement de la coopération économique et sécuritaire entre leurs deux pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons pu donc au sein de la grande commission de coopération signer 9 accords avec la partie ivoirienne concernant donc les affaires consulaires et migratoires, l'agriculture, la lutte contre la drogue et les narcotrafiquants et bien d'autres accords qui sont très importants pour le développement de l'Afrique. Nous avons également travaillé sur le renforcement du secteur privé de nos deux pays et ce qui est en train d'être fait maintenant va nous permettre d'aller plus loin dans l'avenir. Nous avons eu également à travailler sur les questions de sécurité, notamment la sécurité au Sahel. Mais j'aimerais aussi, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous transmettre les salutations les plus fraternelles de votre frère et ami, Son Excellence, Monsieur le Président de la République fédérale du Nigeria, Buhari. Si les relations ivoiro-nigérianes ont pris leur véritable envol depuis une dizaine d'années, la coopération entre les deux pays est désormais en construction.
Et après Abuja en 2013, la deuxième session de la grande commission mixte de coopération ivoiro-nigériane se tient à Abidjan. Les travaux se sont achevés aujourd'hui même et c'était en présence du Premier ministre Patrick Kachi. Les experts ivoiriens et nigériens ont travaillé pendant 2 jours pour affiner leurs idées et faire des propositions en vue de redynamiser la coopération entre les deux pays. Alexis Ouedraogo. Établir l'état des lieux de la coopération ivoiro-nigériane et proposer des axes d'échange à travers l'adoption de projets d'accords multisectoriels. Voilà l'essence de cette deuxième session de la grande commission mixte de coopération ivoiro-nigériane. En tant que pays majeur de la sous-région au point économique, il est important que les deux pays collaborent pour leurs intérêts communs, mais également pour l'intérêt de la sous-région. La Côte d'Ivoire est leader dans la production de plusieurs cultures, le cacao par exemple, et le Nigeria pour le pétrole. Il est important donc que nous puissions collaborer à accroître la commercialisation de ces produits. Avant les assises, 2 jours durant, experts ivoiriens et nigérians ont travaillé à identifier les difficultés de mise en œuvre de l'existant pour dégager de nouvelles perspectives et élargir le champ de coopération, notamment sur l'agriculture, l'économie numérique, les affaires consulaires, l'immigration et les questions liées au trafic humain. Les deux pays portent des défis communs que sont le terrorisme, l'emploi des jeunes et la pandémie à coronavirus. La présente rencontre nous offre un cadre idéal pour discuter des défis de notre coopération, la concrétisation des différents accords commerciaux qui existent entre nos deux pays et leur mise à jour en vue de prendre en compte de nouvelles priorités, une plus grande implication de nos secteurs privés respectifs dans les projets communs actuellement en cours, aussi bien dans les secteurs du ciment que dans les secteurs et les perspectives du secteur du pétrole et de l'énergie. Et enfin, le défi sécuritaire face à la recrudescence du terrorisme dans la sous-région. Notons que la première édition de cette session s'est tenue à Abuja en août 2013. Et au terme de cette deuxième session, les deux gouvernements se sont félicités de la bonne tenue des travaux conformément à la volonté des chefs d'État ivoiriens et nigériens et surtout des bonnes dispositions du secteur privé à intensifier leurs relations. Notons que plusieurs accords ont été signés pour activer les leviers d'une coopération efficace entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Je vous laisse écouter la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, Kandia Camara, c'est au micro d'Alexis Ouedraogo. Au thème des travaux, les deux chefs de délégation ont procédé à la signature de 9 accords. 10 projets d'accords sont en cours de négociation et 10 nouveaux projets d'accords ont été initiés, ouvrant ainsi de nouveaux axes de coopération. Ils ont également procédé à la réactivation du mécanisme de suivi des accords signés, intitulé Commission spéciale de mise en œuvre, CME, et de suivi. Les deux parties se sont réjouies de la qualité des travaux de cette deuxième session de la grande commission mixte de coopération ivoiro-nigériane et ont réaffirmé leur engagement à œuvrer à la consolidation des acquis et au renforcement des liens d'amitié et de coopération. La troisième session de la grande commission mixte de coopération ivoiro-nigériane se tiendra en 2023 au Nigeria, à une date qui sera fixée d'un commun accord par voie diplomatique. Et la Côte d'Ivoire qui rayonne au plan diplomatique privilégie le dialogue. Le collectif des docteurs non encore recrutés, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Adama Diawara se sont parlé pour arrondir les angles. La future réforme de la procédure de recrutement des docteurs dans les universités publiques a été évoquée. L'entretien oral sera précédé d'un test écrit et la fin des candidatures multiples est également annoncée. Didier Nguessan. Échange à bâton rompu entre les docteurs non encore recrutés et leur tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'arbitrage est l'affaire de Soro Mamadou, conseiller chargé du dialogue social. Tour à tour, Olivier Dali et Martial Adou ont égrené les difficultés liées à la procédure de recrutement. Ils font des propositions. Toute cette plaidoirie
pourrait se résumer en cette seule phrase. Le souhait de la signature d'un décret présidentiel allégeant les procédures administratives et réduisant les coûts du recrutement des docteurs. Le nombre de docteurs non encore recrutés est, selon le ministère, 1120 et non 3000, comme annoncé par le collectif. Le nombre de candidats n'est pas égal au nombre de candidatures. Le nombre de candidats est strictement, je dis bien strictement inférieur au nombre de candidatures. Un seul docteur peut postuler à 2, 3, 4, 5. C'est ça qui détermine le nombre de candidatures. Adama Diawara annonce la réforme de la procédure de recrutement. Un seul dépôt de candidature, un seul concours. On va filtrer de telle sorte que ceux qui rentrent soient en nombre restreint pour avoir une formation de qualité, un encadrement de qualité. Et en plus, quand ils sortent, ils sont à 90%. Ils ont 90% de chances d'être recrutés. Cette année, 610 enseignants-chercheurs ont été recrutés, dont 160 glissements catégoriels. Pour 2022, le ministère du Budget prévoit 450 postes à pourvoir au premier trimestre. L'environnement est aussi au cœur de l'action gouvernementale. La Côte d'Ivoire est présente à la COP26, la conférence internationale sur le climat qui se tient à Glasgow, en Écosse. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assy, avec son collègue Alain Richard Donvaï. Il a dévoilé les attentes de notre pays pour lutter contre le dérèglement climatique. Grace Kando et Kenouboa sont nos envoyés spéciaux. La Côte d'Ivoire, pays parti à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, veut se donner les moyens pour respecter ses engagements en matière de résilience. Le pays participe à la 26e conférence des partis à Glasgow, en Écosse. Les ministres Jean-Luc Assy et Charles Donvaï ont défini les attentes de la Côte d'Ivoire à ce rendez-vous du climat. Nous avons, en matière de forêt, à passer de 9,2% de couverture forestière à 20% d'ici à 2030, et des engagements que nous avons pris et qui sont tout à fait déterminés. Et nous allons faire en sorte que ce programme-là soit financé. Il nous faut 616 milliards de francs CFA environ pour financer sur 10 ans notre politique forestière. Ce que nous attendons donc de cette COP, c'est qu'on reparte ici avec des résultats concrets. Que les pays qui se sont engagés donc, à accompagner donc, les actions des différents pays dans le cadre donc, de la réduction des gaz à effet de serre et les effets donc, des changements climatiques, ces engagements soient effectifs par les pays donc, qui ont pris donc, ces engagements. La Côte d'Ivoire a pris aussi des engagements en relation avec des actions concrètes, en relation avec des mesures qui sont en train d'être mises en œuvre. Ces mesures ont besoin d'être accompagnées. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Royaume-Uni est aux côtés de la délégation ivoirienne pour ensemble trouver des solutions durables aux questions liées à la lutte contre les changements climatiques. La Côte d'Ivoire se réjouit de prendre part à cette COP qui va contribuer à prendre des engagements plus fermes. Qu'en tant que pays en développement, nous ne sommes pas les plus grands pollueurs en fait. Mais nos économies subissent de plein fouet les effets des changements climatiques. Et il est important pour nous de pouvoir être à ces assises et recueillir le plus grand bénéfice pour le bien-être de nos populations. Au cours de la COP26 à Glasgow, la Côte d'Ivoire mettra l'accent sur 5 thématiques: l'adaptation, l'agriculture, la transition énergétique, le transport et la finance. Et sur le front sanitaire, on est aussi très actif contre cette pandémie, le coronavirus. Voilà, la lutte contre la pandémie dans notre pays s'intensifie. La Côte d'Ivoire vient de recevoir 432 000 doses d'AstraZeneca. Ces vaccins proviennent de l'Espagne, de la Finlande et de l'Islande. Ces doses permettront à l'État ivoirien d'augmenter l'offre de vaccins et permettent à tous de se faire vacciner. Noël Dagnogo, Franck Quadio. Le gouvernement ivoirien ne baisse pas les bras dans la lutte contre le coronavirus. 432 000 doses d'AstraZeneca ce jour, en provenance de l'Espagne, de la Finlande et de l'Islande. Ce don est composé de vaccins de seringues et de chambres froides qui permettront une meilleure conservation des doses vaccinales
à l'intérieur du pays. Ce matériel permettra aussi à la Côte d'Ivoire d'augmenter l'offre vaccinale afin de lutter efficacement contre la pandémie à Covid-19. Pour l'Espagne, il s'agit du premier don de vaccins en direction de l'Afrique, ce dont vient renforcer le lien de coopération entre les deux pays. L'Espagne est heureuse aujourd'hui de pouvoir soutenir les efforts du gouvernement de la Côte d'Ivoire dans sa lutte contre le Covid-19. Et ça nous fait plaisir que les pays choisis soient la Côte d'Ivoire, un pays frère, un pays ami, un pays partenaire. Nous avons là la preuve d'une solidarité au niveau international, d'appui au pays dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Un geste qui vient renforcer le mécanisme COVAX pour renforcer la disponibilité en vaccins. Les résultats de la vaccination suivent, ils sont meilleurs que dans d'autres pays et c'est un cercle vertueux qui permettra à la Côte d'Ivoire de sortir de cette pandémie de la Covid. Des doses réceptionnées par le représentant du ministre de la Santé, de l'OMS et du représentant du ministre d'État et des Affaires étrangères, ainsi que de l'UNICEF. C'est une pandémie mondiale et donc la Côte d'Ivoire seule ou un pays seul ne peut pas guérir sans le mécanisme international et la solidarité internationale. Et donc nous saluons ce geste qui vient renforcer nos doses. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel à la population et donc demander à ces populations de se faire vacciner, de faire confiance au gouvernement ivoirien, aux autorités ivoiriennes qui leur donnent l'occasion de se protéger et de protéger leur famille contre cette pandémie. À ce jour, la Côte d'Ivoire a reçu plus de 7 900 000 doses de vaccins, dont 2 808 290 doses d'AstraZeneca dans le cadre de la politique nationale de prévention et de lutte contre la pandémie à coronavirus. Et on marque dans nos calendriers le 5e recensement général de la population et de l'habitat qui démarre le 8 novembre prochain sur toute l'étendue du territoire. Et bien, à quelques jours de cet important rendez-vous, le corps préfectoral a été invité à accompagner efficacement le processus. C'est la capitale politique ivoirienne Yamoussoukro qui a abrité cette rencontre. Kader Sogodogo pour le reportage. Le 8 novembre démarre le recensement général de la population et de l'habitat RGPH 2021. Le corps préfectoral a été réuni à Yamoussoukro en sa qualité de maillon essentiel pour la réussite de l'opération. Nous avons besoin, dans ce cadre, de votre accompagnement, de votre soutien pour faciliter le travail des agents de collecte. Il s'agit de leur apporter toute l'assistance pour leur déplacement, leur introduction dans les ménages et tout autre appui indispensable à la réussite du recensement 2021. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, membre du Conseil national de recensement, a exhorté les préfets, secrétaires généraux de préfecture et les sous-préfets à parfaire l'opération pour des données fiables, source d'une meilleure planification du développement. Le président de la République est pour le développement. Et aucune action en matière de réalisation d'infrastructures de tout type, que ce soit l'eau, l'électricité, ne peut être bien adressée si préalablement on n'a pas un niveau d'information fiable sur le nombre de personnes qui vivent dans l'espace géographique déterminé. Donc cet exercice de recensement, de dénombrement qui doit être fait est un exercice vital. Le corps préfectoral est plus que jamais déterminé. Tout projet de l'État constitue pour nous une instruction d'office. Et par conséquent, nous nous engageons. Je vais même plus loin pour dire que, avant même de recevoir ces instructions de ce jour, nous avions commencé depuis quelques mois à sensibiliser nos populations. Et nous avons déjà réitéré l'engagement du corps préfectoral dans cette opération citoyenne d'abord, et puis qui nous incombe en premier lieu. Le recensement général de la population et de l'habitat 2021 va durer 21 jours et concerne l'ensemble des habitants. Et avant cela, le Conseil régional du Cavali fait son bilan à mi-parcours. Anne-Désirée Ouloto, président du Conseil régional, et son équipe ont fait le diagnostic global du niveau de progrès de cette région de l'Ouest ivoirien et ils ont dressé les priorités pour son développement. Le Conseil est fier des acquis, mais des défis restent à relever. Jamagaki. Après les projets de développement, place à un bilan à mi-parcours dans la région du Cavali.
Durant ces 3 dernières années, des investissements majeurs ont été entrepris à Guiglo, Bloliquin, Tout-le-Pleu et Taï. L'heure est venue pour ces ressortissants de ces 4 sous-préfectures de la région de faire un état des lieux et d'optimiser le bien-être des populations. Avec un taux de 60% de couverture médicale et de 75% de taux d'électrification des villages, la présidente du conseil régional se dit satisfaite, mais ses acquis restent à être consolidés. À l'école du président Alassane Ouattara, il ne saurait y avoir de place pour l'autosatisfaction. Il nous reste encore beaucoup à faire. Et notre rêve est encore plus grand. Dès lors, je souhaite inviter mes parents, l'équipe dirigeante du Cavali, les élus, les cadres et toutes les populations du Cavali à retenir de l'enjeu de ce bilan la nécessité impérieuse de fournir ensemble plus d'efforts pour la paix et le bien-être de nos populations. 76% des subventions de l'État, à travers un programme trinal 2019-2021, ont été investis par le Conseil dans le secteur de l'éducation et de la santé dans le Cavali, ministère de tutelle, membres du gouvernement, présidents d'institutions, tous ont tenu à soutenir l'initiative de cette collectivité et rappeler l'engagement du chef de l'État pour le Cavali. Toute action humaine appelle un bilan. Il faut qu'on soit tous en mesure de savoir d'où on part, où est-ce qu'on va, à quelle étape sommes-nous de notre parcours. Et pour moi, c'est dans ce bilan que réside justement l'importance de la rencontre de ce matin. Beaucoup a été fait par le gouvernement pour améliorer les routes au niveau de la région du Cavali. Plusieurs projets ont été lancés, notamment l'aménagement et le bitumage des axes Bloliquin, Tout-le-Pleu, frontière du Libéria, et Tout-le-Pleu, Zouaounien, pour un total de 110 km de route. C'est avec un résultat de plus d'1 milliard de francs CFA d'investissement dans le Cavali que la présidente Anne Oulouto compte mobiliser les élus locaux à travers une rencontre à Guiglo pour l'étape finale. L'UGN, l'Union fraternelle des élus et cadres du Grand Nord, va tenir son assemblée générale constitutive du 12 au 13 novembre prochain à Korogo, une rencontre au cours de laquelle le président de cette structure qui s'engage pour le développement des localités du Grand Nord sera connu. Le président du comité de pilotage, le ministre Gilbert Kafana-Koné, était face à la presse pour situer les enjeux. Konaté Moussa. L'assemblée générale constitutive de l'UGN, l'Union fraternelle des élus et cadres du Grand Nord, se tiendra du 12 au 13 novembre à Korogo. Une rencontre des élus et cadres des 11 régions du Nord pour la mise en place effective de l'association et la désignation du futur président. Pour être transparent, nous avons lancé un appel à candidature publique. Un comité de 11 sages qui va servir de comité d'arbitrage issu de chacune des 11 régions assurera le patronage et la présidence de l'Assemblée générale. C'est à lui que reviendra la responsabilité de proposer à l'Assemblée générale un nom consensuel de celui ou celle qui présidera aux destinées de l'Union. L'UGN est une association apolitique dont le projet de création date de 2019. Elle vise la cohésion et la solidarité pour le développement. Face à la presse, le ministre Gilbert Kafana-Koné s'est voulu rassurant sur les objectifs de la structure. Chers journalistes, depuis quelque temps, les réseaux sociaux et certains journalistes versent dans la manipulation et les procès d'intention. Le comité d'organisation que je dirige dénonce ces manœuvres et voudrait appeler l'ensemble des cadres et élus du Grand Nord à la mobilisation. Nous avons pris la résolution de nous organiser pour nous mettre à la disposition du développement de nos régions et au profit de nos parents. Les élus et cadres des régions du Grand Nord sont donc appelés à la mobilisation pour ce rendez-vous à Korogo. Un hommage sera rendu à Feu Amadou Gonkoulibaly, un des initiateurs du projet. Le mouvement politique Action et 2020 lance ses activités. Le mouvement salue les actions et des développements initiés par le président de la République. La rentrée politique aura lieu le dimanche 21 novembre prochain au Palais de la Culture de Trècheville. Astou Touré, Danyogo.
Le mouvement Action 2020, résolument engagé à soutenir le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix pour les élections 2025. Cette préoccupation était au centre d'une rencontre initiée par cette organisation politique. Le mouvement Action 2020 entend saluer les nombreuses actions engagées par le président de la République, Alassane Ouattara, au bénéfice des populations. Le 22 novembre prochain, le mouvement politique Action 2020 entend rendre un vibrant hommage au président de la République. Cette rencontre marquera également la rentrée politique du mouvement. Le challenge est encore grand. Pour nous, en tant que leaders de jeunesse, nous devons toujours rester éveillés pour accompagner le président Alassane Ouattara et attendre son mot d'ordre en 2025. Nous voyons les grands chantiers de développement du président Alassane Ouattara. Il est bon pour nous vraiment de démontrer à l'international qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes unis et que ce jour-là, nous aurons un objectif de plus de 8000 personnes pour dire merci à la Côte d'Ivoire pour le choix porté à notre président Alassane Ouattara. Rappelons que le mouvement politique Action 2020 a été créé en 2014. Le CNDH, Conseil national des droits de l'homme, vient de produire un manuel sur les défis majeurs de la réalisation des droits de la femme et de la fille, un document qui relève les efforts consentis par le gouvernement, mais également les défis à relever en la matière. Une contribution du CNDH pour un meilleur plaidoyer. Michel Mambo. L'état des lieux des droits de la femme et de la fille en Côte d'Ivoire. Les défis liés à la réalisation de leurs droits. Ce manuel de 46 pages conçu par le CNDH, Conseil national des droits de l'homme, fait le point et tire la sonnette d'alarme. Ce manuel se veut un outil d'aide à la décision, une contribution citoyenne à capitaliser les acquis et un levier à actionner pour continuer les efforts qu'il importe de ne point relâcher. À travers cette démarche, le CNDH ouvre la droite ligne des prérogatives qui lui sont conférées. Défi majeur de la réalisation des droits des femmes et des filles en Côte d'Ivoire. Ce manuel se veut un outil d'aide à la prise de décision. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant salue l'initiative. Nassénéba Touré rassure quant à l'engagement du gouvernement pour la cause. Ce document, et cela est à saluer, met un éclairage sur ces défis qui nous interpellent et nous mobilisent dans nos plans de réponse. La lutte contre les violences basées sur le genre est plus que jamais notre cheval de bataille et nos équipes sont à pied d'œuvre pour combattre le fléau dans une approche multisectorielle. La synergie des actions de lutte contre ces violences se renforce. La communication pour le changement de comportement, de même que les textes de loi pour la répression des viols, sont autant de stratégies de riposte qui appellent l'engagement de tout un chacun. Une remise symbolique de l'ouvrage aux membres du corps diplomatique présents à cette cérémonie et à ceux de la société civile, entre autres temps forts de cette rencontre. Et nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. Le groupe Magic System sera en concert les 12 et 15 novembre prochains au Sofitel Hôtel Ivoire et au Palais de la Culture de Trècheville. Ces deux concerts seront l'occasion pour le groupe Zouglou de révisiter ses anciens et nouveaux répertoires et de poser des actions sociales. Issa Tchonayo. 4 ans après son dernier concert à Abidjan, le groupe Zouglou Magic System refait surface. Cette fois avec 2 spectacles éponymes, Envolée zougloutique, inspiré du titre de son dernier album. Nous sortons d'une pandémie, tout le monde a vécu des moments difficiles et on s'est dit qu'à un moment donné, il fallait trouver le moment de se retrouver. Magic System, c'est de l'espoir, Magic System, c'est la vie, Magic System, c'est l'ambiance. Et à travers ces 2 concerts, c'est cette communion-là que nous allons avoir avec les Ivoiriens. Asalfo, Manadja, Goudé et Tino mettent à profit ces 2 concerts pour poser des actions sociales. Avant ce concert, il y aura des rencontres avec des jeunes pour partager notre expérience, des rencontres avec des acteurs culturels pour parler de notre expérience dans ce milieu de la culture et aussi une campagne de don de sang que nous allons organiser pour pouvoir permettre à des gens de donner du sang pour aider ceux qui en ont besoin et aussi surtout
cette campagne de vaccination que nous allons continuer à ce concert en collaboration avec le ministère de la Santé. Nous avons décidé de mettre encore en place un centre de vaccination qui va permettre à tous les jeunes qui vont se déplacer au Palais de la Culture de se faire vacciner sur place. Le groupe Magic System prend donc rendez-vous avec les spectateurs et fans pour les 12 et 15 novembre 2021, respectivement au Sofitel Hôtel Ivoire et au Palais de la Culture de Trécheville. En image, Avago, village situé à 6 km de Jacquesville, a sacrifié pendant une semaine à la cérémonie de sortie de la génération Omancron, 7 jours rythmés par des rituels traditionnels et épreuves physiques pour attester de la maturité des membres de la génération. Le reportage de Michel Digré dans nos prochains journaux. Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Je vous retrouve avec plaisir, Dr Sylvie Memel-Kassi. Et je rappelle que vous êtes la directrice du Musée des civilisations d'Abidjan. Dites-nous, quel est le nom et l'histoire de ce tambour qui concentre l'attention en pays Atchan et en Côte d'Ivoire en général? Merci beaucoup. Il s'agit du Djidji Ayokwe, qui est le tambour parleur du peuple tchaman, appelé abusivement ébrié. C'est pas faux de le dire quand même. Non, c'est pas faux de le dire. Et donc, en 1916, ce tambour a été confisqué par l'administrateur colon, Simon, qui voulait punir le peuple tchaman du village d'Adjamé qui refusait de prendre part à l'exécution des travaux pour la route qui part d'Abidjan à Boboté. Et donc, il a pris ce tambour pour les punir parce qu'il savait qu'ils étaient attachés à cet objet-là. Et ce tambour-là s'est retrouvé... Alors, donc, le tambour s'est retrouvé donc, en 1930 dans les collections françaises et depuis 1971 dans les collections du musée du Quai Branly. Alors, en quoi la restitution du Djidji Ayokwe, j'espère que je prononce bien, Ayokwe, c'est ça, à ce tambour parleur réclamé de longue date, est-il si important pour notre pays? C'est important en ce sens que du point de vue de l'éthique, c'est quelque chose qui a été volé, donc ça doit retourner à son propriétaire. Et il y a aussi qu'avec le départ de ce bien culturel, comme la plupart des biens culturels, la plupart des biens de l'héritage ancestral, c'est une partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire, pas seulement des Tchamans, mais de la Côte d'Ivoire qui disparaissait. Et donc, dont la jeunesse africaine, la jeunesse ivoirienne était privée. Et donc, en demandant le retour, nous donnons la possibilité à la jeunesse ivoirienne de retrouver son histoire, de se recréer. Et de s'imprégner de cette histoire. Voilà, de retrouver son identité. Il y a aussi que la restitution révèle des enjeux au niveau scientifique, au niveau pédagogique, parce que nous allons interroger cet objet pour connaître l'historique et la provenance de cet objet. Il y a aussi les enjeux au niveau économique. Avec le tourisme, nous savons que cet objet sera aussi une possibilité pour la Côte d'Ivoire d'accroître son économie au niveau local, au niveau national. Autant de bénéfices. Ce tambour arrive quand? Alors, nous ne connaissons pas encore la date, mais ce sera décidé dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Mais si nous regardons un peu le processus suivi par le Bénin, qui aujourd'hui va retrouver ces 26 objets et va donc présenter en janvier 2022 à sa population, le Bénin étant dans la même organisation régionale que la Côte d'Ivoire au sein de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire peut prétendre aussi obtenir son objet pas avant 2022, pas avant février 2022. Parce que nous avons besoin de mettre en place tout un processus, de nous préparer également. Et vous allez nous parler justement de cette préparation. Vous allez vous rendre bientôt en France justement pour cela. Oui, tout à fait. La Côte d'Ivoire va postuler et c'est Madame la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Madame Arlette Badou Nguessankou
Kwame, qui va porter la candidature de la Côte d'Ivoire au comité intergouvernemental de l'UNESCO sur le retour des biens culturels, justement. D'accord. Alors, comment vous préparez le retour au bercail de ce bien culturel, ce tambour parleur? Les conditions d'accueil, de conservation nous intéressent. Est-ce que ces conditions sont-elles réunies? Vous allez nous répondre, mais avant, on va regarder ce reportage de... comment il s'appelle? Notre reporter Serge Kolia et Yannick Foumi. On va regarder et puis on en reparle par la suite. Bientôt le retour du Djidji Ayekwe sur ses terres d'origine. Le tambour parleur du peuple ébrié aura passé 105 ans au musée du Quai Branly à Paris en France. C'est un événement historique. Il marque le top départ de la restitution des biens culturels ivoiriens par la France. Environ 20 000 à travers le monde. Une première liste de 148 objets d'art a été transmise au gouvernement français. Le président Emmanuel Macron s'est engagé à enclencher le processus de restitution de ces œuvres d'art africaines emportées ou pillées pendant la période de colonisation. Ainsi, après le Bénin qui recevra 26 œuvres d'art le 10 novembre prochain, ce sera au tour de la Côte d'Ivoire, puis d'autres pays africains. Un fait de l'histoire avec des répercussions économiques, scientifiques, culturelles et touristiques. Si la restitution des biens culturels est désormais un acquis, leur conservation et leur sécurisation devient une problématique urgente pour les Africains. En Côte d'Ivoire, le gouvernement prévoit la construction d'un nouveau musée de dimension internationale et 12 musées régionaux. Voilà, reportage réalisé par Yannick Foumi et Serge Kolia. Alors, on a entendu pas moins de 20 000 biens culturels ivoiriens sont détenus à l'étranger. Le Djidji Ayekwe est le premier trésor culturel à regagner la terre natale. Les conditions d'accueil nous intéressent. Dites-nous d'abord où ce bien culturel sera-t-il logé? Le bien culturel va d'abord aller dans sa terre natale, c'est-à-dire dans le village d'Adjamé. Ensuite, il convergera vers le musée des civilisations qui sera sa destination finale pour permettre son accès à un public plus large au niveau national et international. Et au niveau de l'entretien, la conservation, pas d'inquiétude? Non. Sur ce plan, il faut dire que la Côte d'Ivoire compte quand même au nombre des pays qui, du point de vue muséologique, présente toutes les garanties de conservation de ces pièces. Vous n'avez qu'à vous rendre au musée, vous allez voir que toutes les pièces sont sous vitrine aujourd'hui. Nous sommes aussi aux normes en ce qui concerne la mise en perspective de ces objets. Et vous allez voir aussi que que nous allons aussi faire de la sensibilisation parce que au niveau de la préparation, outre la dimension juridique avec l'actualisation, le projet d'actualisation de la loi nationale sur la protection et la promotion du patrimoine culturel, il y a la sensibilisation au niveau des communautés, au niveau des universitaires, au niveau du monde culturel et artistique. Et donc la Côte d'Ivoire présente toutes les garanties de sécurité. Si la Côte d'Ivoire a réclamé ce bien, la Côte d'Ivoire fournira aussi vraiment tout ce qu'il faut en ce qui concerne les conditions idoines de conservation. Alors, on sait que la Côte d'Ivoire, justement, avait officiellement demandé fin 2018 à la France la restitution de 148 objets d'art sur les 20 000. Tout à fait. Est-ce que, dans les médias, si ces objets étaient restitués, est-ce que toutes les conditions sont réunies pour l'accueil? Non, ces objets ne peuvent pas venir maintenant parce que ça demande un certain nombre de conditions à réunir. Donc, quel est le sort des autres objets? Mais les autres objets vont venir. La France n'est pas du tout fermée. Et en ce qui concerne la question de la restitution, le musée du Quai Branly a déjà pris attache avec nous. Le ministère français de la Culture a adressé un courrier qui stipulait clairement que la Côte d'Ivoire avait bien reçu la demande officielle de restitution des biens culturels de la Côte. D'accord. On a entendu dans le reportage de Serge Kolia et de Foumi que à l'époque, vous aviez annoncé la création de musées régionaux dans les capitale des 12 districts qui aujourd'hui est relevé à 14. Qu'en est-il aujourd'hui? Mais le projet, il existe toujours et je crois que ce sera mis
en œuvre dans le cadre justement du projet de restitution. La Côte d'Ivoire a plus de 20 000 objets au moins à l'extérieur. Donc si ça doit venir, c'est sûr que nous allons procéder aujourd'hui à la construction de ces musées régionaux. Tous les pays africains sont aujourd'hui à l'œuvre pour construire les infrastructures culturelles. D'accord. Dernière question, il y a aussi des œuvres qui sont détenues par des communautés. Il y a aussi la restitution au niveau interne que vous... Au niveau interne, on ne peut pas parler d'œuvres qui soient dans les communautés. Ça appartient aux communautés. Mais les communautés aujourd'hui sont sensibilisées pour comprendre que le meilleur endroit pour mieux valoriser leur culture, c'est de les envoyer au moins au musée. Et il y a aussi la dimension sécuritaire aussi, parce que nous savons aujourd'hui que dans les communautés, il y a pas mal de choses qui se passent. Et ce sont des objets qui demain peuvent être bradés. Donc nous lançons justement un appel pour que soit ils les conservent bien ou carrément qu'ils donnent la possibilité au musée de conserver ces objets. Et nous sommes allés à l'intérieur du pays, dans le peuple Gban ou Gagou, pour justement faire des recherches sur la culture de ce peuple-là et aussi au niveau des peuples Bidjan. Nous sommes aussi allés parce que l'objet qui va venir va faire aussi l'objet d'une exposition. Et cette exposition va nous donner la possibilité de connaître l'histoire authentique de la Côte d'Ivoire parce que la plupart des histoires racontées par le colon est déformée. D'accord. Merci beaucoup, Dr Sylvie Memel-Kassi, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été notre invité de la page culture. Très important de visiter le musée pour nous imprégner de notre culture. Merci d'avoir été avec nous. Alors, après plus d'un siècle d'absence du pays, le Guigui Akowek Tam-Tam, Ayokwe Tam-Tam, parleur du peuple Atchan, rentre au bercail. La Côte d'Ivoire retrouve son trésor et son sourire, son patrimoine spolié est retrouvé. Les autres biens sont en route, vous l'avez entendu, et nos musées enrichis restent maintenant à être visités. Vive la culture ivoirienne. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi et prenez soin de vous.